Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 3 Lorraine. C'est Dimanche en politique et on s'intéresse, une fois n'est pas coutume, à l'hôpital du futur. Alors, serons-nous mieux soignés par des robots ou des algorithmes? Réalité augmentée, intelligence artificielle, patients 3D. Vous allez le voir, la révolution est en marche. Et à Nancy, l'hôpital virtuel anticipe pour devenir le leader de la formation et de l'innovation. Vous pourrez évidemment réagir durant cette émission. Le mot-clé s'affiche sur votre écran, Dimple Lorraine. Sont venus nous rejoindre tout d'abord Stéphane Zuilly. Bonjour, vous êtes cardiologue et directeur du QESIM, le centre de simulation de la faculté de médecine de Nancy. Professeur Marc Braun, vous êtes doyen de la faculté de médecine et un des fondateurs justement de l'hôpital virtuel. Bonjour, madame. Et puis Fabien Clonchet, vous êtes ingénieur de recherche. On parlera ensemble de réalité virtuelle. Vous êtes représentant de la plateforme MemoSims. Alors, pour débuter ce débat, eh bien, on va le voir, l'hôpital est entré dans l'ère du virtuel. Les hôpitaux, justement, n'échappent pas au phénomène du numérique. La faculté, l'université ont inauguré, justement, eh bien, l'hôpital virtuel. C'est une structure unique en son genre, avec des outils, vous allez le voir, très sophistiqués, pour former les médecins du futur. Le reportage de Patrick Germain et Bruno Courteau. L'hôpital réel, le CHU de Nancy pour les soignés et l'hôpital virtuel pour les soignants. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous arrive? Je suis pas bien là, j'ai du mal à respirer. Vous avez du mal à respirer depuis quand? Ça fait 2-3 jours. Cette nouvelle infrastructure offre plusieurs salles de simulation qui sont toutes équipées d'une installation audio-vidéo. Des mannequins qui reproduisent les conditions hospitalières pour la formation des personnels soignants. Ici, ce qu'on veut regrouper, c'est l'ensemble de l'innovation pédagogique que l'on trouve en médecine, en chirurgie, en pharmacie, en odontologie, aussi en sport, à l'intérieur d'une structure qui doit être un phare de l'innovation pédagogique et de la formation tout au long de la vie et initiale pour les personnels de santé. La tension du patient était assez basse, donc je l'ai rempli, je lui ai fait une perfusion. Des mannequins adultes et enfants pour tous les âges de la vie, bourrés d'électronique et d'informatique, dont les paramètres sont modifiables par un professionnel de santé derrière sa console et ses écrans. On peut s'entraîner sur lui comme sur une vraie personne et donc du coup on a les points positifs de l'apprentissage sans le stress d'une réelle situation, d'un réel danger, d'une personne qui va réellement mal. Les gens se sont entraînés auparavant dans un contexte où on peut corriger leurs erreurs et ça les aide à comprendre et à éviter de reproduire des éventuelles erreurs. Monsieur ? Est-ce que vous m'entendez ? Une structure ouverte aux étudiants en pharmacie, comme ces troisième années, qui doivent valider un stage. Professeur Braun, dites-moi, ce qu'on vient de voir sur le reportage, Nancy est vraiment à la pointe dans ce domaine ? Alors voilà, maintenant de nombreuses années que nous exerçons à l'usage de cet outil de simulation. Nous n'avons pas été les premiers en France, mais nous avons été parmi les premiers et aussi à permettre à nos étudiants, toute année confondue, de se confronter à ces outils de simulation et de jeu, finalement, à apprendre leur métier. Parce que c'est ça, justement, ce qu'on peut voir. Hein. On voit ces malades qui sont, en fin de compte, des mannequins. C'est pour simuler les pathologies et permettre aux étudiants d'apprendre. Exactement. Alors, on sait qu'on apprend et nous évaluons, nous, enseignants, nos étudiants, sur des QCM, des questions simples. Mais là, ce n'est pas cette question-là. La question est d'essayer de savoir si leurs connaissances théoriques peuvent être transposées en termes de compétences et qu'on puisse éventuellement les évaluer sur leurs compétences. Ils ont non seulement les ingrédients de la recette, mais ils savent appliquer la recette dans de bonnes conditions. Et le type d'équipement, là, c'est innovant, mais on en trouve dans tous les hôpitaux de France, par exemple ? Alors, il n'y a pas cet équipement dans toutes les universités, toutes les facultés ou tous les hôpitaux de France. Cependant, le but qui a été clairement établi, c'est que le territoire puisse en profiter. Donc toute la problématique, c'est, une fois qu'on a cet équipement, que l'ensemble d'une région puisse en profiter en termes d'impact sur l'apprentissage et faire en sorte que nos étudiants demain soient meilleurs. Alors dites-moi, tout ce qui est médical peut être simulé, par exemple, un arrêt cardiaque, vous êtes cardiologue, ça peut être simulé ? Tout à fait. Alors bien évidemment, l'arrêt cardiaque fait partie de la base de l'apprentissage puisque ça correspond à une urgence vitale. C'est quelque chose de simple à simuler, mais sachez que l'on peut simuler toute situation.
de quelque chose de purement médical, une prise en charge d'un accouchement difficile, une hémorragie grave, une intervention chirurgicale qui se passe mal, un enfant qui va mal, mais également comment un étudiant va se comporter d'un point de vue humain en termes de savoir-être et d'humanisme vis-à-vis de son patient. Ça veut dire qu'on teste à la fois les techniques, mais aussi les comportements. C'est ça que vous voulez dire? Oui, nous insistons beaucoup avec Stéphane Zully et toute l'équipe sur le comportement, sur la manière bienveillante que nous avons lorsque nous interagissons avec les différents membres de l'équipe, mais aussi avec les familles. Et tout ceci s'apprend, c'est un savoir-être que nous voulons beaucoup valoriser. Il n'y a pas que les techniques qui nous aident, qui sont formés, c'est aussi la manière dont on se comporte, comment on est un vrai professionnel de santé. Alors l'objectif justement de cette plateforme, c'est de former les élèves, mais aussi les médecins, les personnels soignants? Oui, c'est à la fois les former au cours de leur cursus de formation de départ, et puis ensuite les aider à maintenir leurs compétences. Et c'est pour ça que nous nous sommes associés avec deux gros hôpitaux, l'Institut de cancérologie de Lorraine et le CHRU, de telle sorte que nous puissions accompagner les personnels dans leur maintien de compétences tout au long de leur carrière professionnelle. C'est pour nous une mission à long terme qui est absolument majeure pour maintenir la qualité. Alors dites-moi, c'est bien beau de simuler, mais on n'est pas dans la vraie vie, dans la réalité. Quand on se retrouve confronté à la situation, il y a le stress. Tout ça, ça ne rentre pas en compte, le stress, si? Alors, c'est là qu'on peut se rendre compte que malgré le fait que nos mannequins soient certes de haute technologie mais en plastique, on se rend compte que nos étudiants rentrent vraiment dans un ensemble où on essaye d'être le plus en lien avec la réalité, et ceci a un impact. On les voit qui transpirent et on les voit vraiment être dans une situation difficile, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, on l'a vu avec cette plateforme, mais c'est un petit peu comme les pilotes d'avion, si j'ai envie de dire. Les médecins et les étudiants disposent à l'école de chirurgie également de simulateurs pour s'entraîner à des opérations chirurgicales parfois complexes. Et là, on va le voir dans ce reportage, c'est un lieu unique en son genre, un lieu unique en Europe. Je vous propose de regarder justement ce reportage de Malika Boudiba et Éric Bertrand. Patient numérique, simulateur 3D, chirurgie robotique mini-invasive. L'école de chirurgie de Nancy, créée en 2006, est assez unique dans son genre. Elle forme à l'excellence en alliant les outils numériques et la formation classique des chirurgiens. Avec l'ère numérique, la mise en situation peut être transformée par des patients numériques. Nous avons donc des possibilités par l'impression 3D de réimprimer donc un certain nombre d'organes du patient pour qu'il puisse travailler. Donc la logistique devient de plus en plus importante, c'est-à-dire la richesse pédagogique permettant donc aux jeunes de se confronter de plus en plus tôt à des situations plus compliquées. Alors, tu recules un petit peu, la glène est là en face de l'humérus, l'humérus est là, la glène est là. Nous mettons vraiment l'accent pour que les gens comprennent que la modernité n'exclut pas le traditionnel. L'école de chirurgie a cette prétention justement d'apporter à la formation conventionnelle ce qu'on appelle le compagnonnage numérique, qui renforce au contraire le compagnonnage conventionnel par le rapport humain entre les gens, le travail en équipe, la réflexion, la solidarité. Voilà, encore un petit coup en haut, voilà, maintenant tu coupes. Former davantage nos jeunes au travail, la compréhension, le stress, comment on peut appréhender la mort, comment on peut appréhender le soin, le suivi, l'humain, tout simplement. Donc au contraire, les formations, le numérique permet donc de dégager un espace de temps nécessaire pour mieux former donc de nos jeunes en termes d'humanisme. Ici, les objectifs et les stratégies pédagogiques répondent aux besoins des futurs chirurgiens, mais aussi des professionnels déjà en activité qui peuvent venir s'exercer et même préparer une intervention. Ce cœur, vous le voyez, il est en train de battre et il reproduit des conditions hémodynamiques normales. Et par ailleurs, vous avez une grille thoracique, on reconnaît les os, on reconnaît les côtes.
qui reconstitue l'environnement chirurgical, où on pourra appliquer ce genre de technologie comme le robot qui permettra d'opérer de manière dite mini-invasive, c'est-à-dire en faisant des toutes petites incisions, le but étant de réduire le traumatisme lié à la chirurgie, que le patient ait moins mal, que la chirurgie nécessite une remise en forme moins prolongée, et bien évidemment d'essayer d'obtenir au minimum les résultats qu'on arrive à obtenir aujourd'hui avec une chirurgie standard, et voire meilleurs dans l'avenir. Alors justement, quand on voit ces robots, les robots sont meilleurs que les hommes? Non. Pour l'instant, les hommes restent très Vous êtes largement sorti avec une supérieurs. hésitation tout de même. Disons Pourtant, on que dit les robots sont plus précis, peut-être, non? ils stabilisent le geste et ils permettent d'assister en fait un chirurgien lors des très longues interventions et de ce fait l'exercice physique, et c'est ce que nous montrerons tous nos collègues qui vont mesurer les efforts des chirurgiens lorsqu'ils opèrent, sont réduits par la présence du robot qui effectivement va stabiliser le geste. Encore faut-il bien apprendre à utiliser le robot. C'est l'un des sens de l'école de chirurgie qui fait ça admirablement bien depuis de longues années. Donc on ne sera pas opéré par des robots seuls, mais les robots assisteront les chirurgiens. Il faut voir aussi que le chirurgien est formé aussi à réagir à des situations inhabituelles. Et ça, pour l'instant, le robot ne sait pas prendre des décisions tout seul. Et alors, grâce à ces robots, est-ce qu'on va être opéré, par exemple, à distance? On opère à Nancy une patiente qui est en Pologne en temps réel ou inversement? Alors, théoriquement, c'est possible. Le vrai souci, ce seront la vitesse et la cadence des transmissions entre ici et la Pologne, par exemple, ou à travers un Atlantique. Donc, ça, c'est un point pour lequel il n'est pas vraiment résolu parce que les flux d'informations sont absolument considérables. Et on ne se rend pas toujours bien compte. Donc pour l'instant, l'intervention à distance n'est réservée qu'à des cas un peu historiques ou caricaturaux, ou dans des cas de situation comme l'armée ou la marine qui pourrait en avoir besoin sur ces bâtiments. Fabien Clonchet, vous êtes ingénieur de recherche et vous avez en charge un équipement aussi unique en France. C'est dans le cadre toujours de l'hôpital virtuel de Lorraine. C'est une plateforme qui modélise les risques de chute. C'est à la pointe de l'innovation. On va le voir justement sur ces images. C'est une plateforme de métrologie humaine. Dites-nous-en davantage. C'est bourré d'intelligence artificielle, c'est ça ? Alors, en fait, il y a la première phase qui va consister à mesurer en fait les différents mouvements de la personne afin d'avoir une meilleure compréhension de son activité motrice. Et ensuite vient la phase effectivement de modélisation où là, on va retrouver des algorithmes d'intelligence artificielle de manière à pouvoir extraire des prédicteurs des risques de chute chez la personne âgée notamment et les patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc tout l'enjeu est de pouvoir avoir des éléments assez fins que l'on va mettre à disposition des enseignants en activité physique adaptée. Donc on bénéficie de 30 ans d'expérience au sein de la faculté des sciences du sport de Nancy, de manière à pouvoir adapter le programme de soins, le programme d'activité physique, de manière individualisée au patient qui est concerné, quoi. Donc l'intérêt de ces environnements virtuels, c'est d'avoir des environnements qui sont proches de ce qu'on retrouve dans la vie du quotidien. Et de cette manière-là, on va pouvoir évaluer le degré d'autonomie de la personne âgée. Donc là, on peut imaginer que le cobaye en question, ce soit une personne âgée qu'on équipe avec un casque virtuel et on lui dit, voilà, vous êtes dans votre cuisine et puis on va voir si il arrive justement, si cette personne arrive à sortir les casseroles, je sais pas. Tout à fait. Alors, c'était un petit peu unique. On est parti vraiment des besoins de terrain. On a consulté donc tous les professionnels de santé, les gériatres, les médecins, les kinésithérapeutes, qui nous ont tous dit le problème, c'est qu'il y a des tests de référence pour pouvoir identifier le risque de chute. C'est peu fiable, c'est pas la situation de la vie quotidienne. Alors nous, on s'est dit, pourquoi pas évaluer ça avec de la réalité virtuelle, où là, on immerge la personne dans des scénarios qu'elle connaît. Mais dites-moi, et franchement, ça prédit les chutes ? J'ai un peu de mal, moi, parce que j'ai envie de dire, pour appréhender le comportement humain, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a des tas de facteurs et des données à prendre en compte. Oui, effectivement, la machine humaine est très complexe. De nombreux facteurs interviennent. Mais cela dit, grâce à des scénarios qui sont plus proches de la vie du quotidien, mêlés avec des outils de métrologie humaine, comme j'en ai parlé un petit peu au début,
des capteurs physiologiques, des capteurs d'analyse cinématique, donc analyse du mouvement de la personne, ou encore d'autres capteurs du domaine des neurosciences, en fait, où là on va être capable d'évaluer de quelle manière... Parce que c'est pas sa cuisine à la personne âgée, donc forcément elle n'a pas ses repères. Oui, évidemment, elle n'a pas ses repères, mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir évaluer la personne dans un autre environnement, justement, voir si elle est capable de s'adapter à des changements de conditions. Et est-ce que c'est fiable ? Alors là, on en est au début du projet, donc c'est un projet exploratoire. Néanmoins, on a fait quand même passer quelques patients sur cette plateforme. Et les retours ont été assez unanimes. Et en tout cas, il y a déjà une bonne adhésion de la part des personnes âgées qui en font preuve de bonne curiosité dans ces environnements virtuels. Et ensuite, lors de l'exploitation des données, c'est pour l'instant encourageant. Mais bien évidemment, tout ça est accompagné de travaux de recherche sur lesquels des doctorants travaillent. Donc on en est au début. Et comment ça a été accueilli à la fois par les personnes âgées en situation et à la fois par les soignants, par les médecins ? Alors nous, on a consulté vraiment les soignants, les médecins dès le début du projet, de manière à ne pas inventer des choses complètement ésotériques qui ne seraient pas en lien avec la réalité. Donc on a co-construit en fait tous ces scénarios pour pouvoir mieux répondre en fait aux problématiques des professionnels de santé. Est-ce que ce type d'équipement, par exemple, ça sera disponible, je ne sais pas, chez les médecins et d'ici combien de temps, par exemple ? Ça va aller vite ou pas ? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Là, on en est au début de la réalité virtuelle. C'est date depuis 2016 où on a eu vraiment les premiers systèmes qui sont convaincants. Mais ça se démocratise. Je prends toujours l'exemple de capteurs en fait, qui se sont miniaturisés, qui maintenant on retrouve au quotidien, même qui sont dans tous les foyers français. Donc, on imagine que pour la réalité virtuelle, ça en sera peut-être demain de même. Alors, on parlait de prédire les chutes. Est-ce que prédire la maladie, c'est ça l'avenir ? Prédire l'avenir, c'est toujours très compliqué. Ce que l'on peut, c'est accumuler un certain nombre d'arguments pour pouvoir permettre une aide à la fois, ou une prévention chez un certain nombre de patients ou de leur famille. Et c'est clairement vers ça qu'on a tendance à aller, en tout cas en médecine, et en tout cas les plans de gouvernement qui servent la prévention sont clairement mis en avant pour qu'on réduise, pour qu'on puisse attraper les futurs patients, les citoyens lambda sans maladie observable un peu plus tôt et les traiter pour que leur vie soit moins impactée par la maladie, très clairement. Alors, on voyait tout à l'heure dans le reportage, justement, ces organes en 3D. Est-ce que je peux imaginer demain, avec les imprimantes 3D, changer mon cœur ou changer mon foie ou avoir un foie qui résiste mieux au chocolat ? C'est possible, ça, demain ? Et d'ici combien de temps, selon vous, ou c'est de la science-fiction ? Alors, quand on se dit que la science-fiction existe, on imagine qu'elle n'est jamais si loin de nous. Tout le challenge dans ce type d'objectif sera de pouvoir construire les matériaux adéquats qui seraient compatibles avec la vie, puisque comme vous le savez, le corps humain, il n'y a pas meilleure machinerie que celle-là. Et donc imaginer imprimer un nouveau cœur, mais ce cœur-là sera imprimé avec un matériau qui serait complètement compatible avec le sang qui ne coagulerait pas à son contact, ce serait vraiment quelque chose, un objectif en soi, mais un challenge pour les décennies qui nous attendent. Alors quand on parle de santé, on parle aussi d'objets connectés qui se multiplient aujourd'hui avec les bracelets qui peuvent suivre à la fois le sommeil, le rythme cardiaque, le stress, etc. C'est vraiment ça, désormais, chaque citoyen aura ça, il pourra se préparer et se concocter son diagnostic. C'est à ça qu'il faut se préparer et en même temps imaginer que ces données soient transmises immédiatement à son médecin traitant. Eh bien, lorsque vous me posez cette question, ce que vous dites existe déjà. Et par exemple, dans le domaine de la cardiologie, on se rend compte de l'impact des maladies cardiovasculaires sur la mortalité. Et par conséquent, il y a eu le développement d'outils comme par exemple des défibrillateurs ou des pacemakers qui, lorsqu'ils stimulent le cœur mais en même temps détectent une anomalie, sont capables de pouvoir transmettre directement un boîtier qui est directement lié et appelle un central
permet de pouvoir transmettre les informations en disant le patient ne va pas bien, il y a une anomalie, il y a quelque chose de dangereux, et donc par conséquent, ces outils existent. Et le challenge pour nous, ça va être de pouvoir aussi, en tant qu'enseignant et responsable de centres d'enseignement, de pouvoir former ces médecins, former ces équipes qui seront en lien avec le patient dans de nouvelles modalités de consultation. C'est-à-dire qu'un médecin pourra très bien recevoir un appel d'emblée automatique d'un boîtier qui aura identifié quelque chose d'anormal chez le patient qui est chez lui, en disant « attention, il faut absolument un contact médical » et ces choses-là existent tout à fait. Donc on assiste vraiment à une intrusion bénéfique des objets connectés pour la santé du patient, en fait, pour essayer de prévenir des complications qui peuvent être potentiellement mortelles. Alors, est-ce que demain, il y aura plus de médecins, moins de médecins? Est-ce que les hôpitaux, avec les nouvelles technologies, seront plus petits, seront au contraire plus grands? Est-ce qu'on se projette un petit peu d'ici 20 ou 30 ans? D'abord, c'est un problème qui est très complexe, mais je crois que les hôpitaux vont changer de périmètre par rapport aux locaux traditionnels que nous connaissons. Je crois qu'il faudra vraiment voir l'hôpital de demain comme un centre de contrôle qui va en fait interagir sur un territoire et pour lequel il sera le recours lorsque ce sera nécessaire, comme le professeur Zwilly a bien expliqué sur des patients graves qu'il faut extraire de chez eux, mais il aura aussi dans son périmètre la surveillance, l'interaction entre des professionnels de santé qui ne sont pas dans l'hôpital mais qui vont interagir avec lui et des patients qu'il faudra traiter d'abord en distance. Quand je dis traiter, c'est simplement prendre connaissance des informations et puis ensuite décider de la meilleure attitude possible en lien avec les médecins de famille qui restent tout de même le premier lien le plus fort et le plus fidèle pour une grande partie de la population. Donc ils vont changer de périmètre et de mode d'action, certainement. Oui, et avec ces nouvelles technologies, j'imagine, mais on le voit déjà, ça se développe beaucoup, évidemment, l'ambulatoire va se développer davantage. Oui, c'est une anticipation toute simple au mode d'activité des hôpitaux. L'ambulatoire, on perd la nécessité d'une hospitalisation, non pas tellement parce qu'elle est coûteuse, ce qui est vrai, mais surtout parce que le confort du patient qui retourne à domicile est absolument sans égal par rapport aux hospitalisations prolongées qu'on a connues autrefois. Nos concitoyens souhaitent être le plus souvent possible chez eux, à la maison. Et ça, c'est un des grands enjeux, c'est comment nous accompagnerons nos patients malades chez eux, mais en ne relâchant pas la surveillance médicale. Oui. Le confort du malade sera toujours une priorité avec toutes ces technologies. On a du mal à imaginer que justement, il n'y ait pas une sorte de déshumanisation. Alors, vous me tendez une perche que j'attrape avec un grand plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Lorsque la médecine a fait des avancées plus rapides que la société ne pouvait avancer, il y a eu d'emblée des réflexions éthiques qui ont été instaurées. Et donc, pour ce qui est des nouvelles technologies, je pense que cela est la priorité. Il faut ne pas mettre de côté ce que nous disions initialement au début de l'émission en ce qui concerne l'importance de l'humanisme, l'importance de l'empathie, l'importance de l'accompagnement des maladies chroniques, l'importance de la relation médecin-soigné, puisque ceci fera la différence en termes de qualité de soins et de pouvoir accompagner main dans la main nos patients ensemble. Donc, évidemment, ces nouvelles technologies permettent beaucoup de choses, mais ne mettons pas à côté tout ce côté humain qui fait la base de notre métier de soignant. Demain, je peux scanner mon bouton et l'envoyer à un médecin depuis mon smartphone, ça sera ça, par exemple ? Alors oui, les nouvelles technologies nous permettent ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont déjà faites par le biais des téléconsultations, par exemple, puisqu'on peut à distance voir des patients, les examiner, ou en tout cas des téléexpertises, c'est-à-dire qu'un médecin est au bout avec le patient et un autre expert permet de pouvoir donner l'avis important pour la prise en charge de ce patient. Ça peut exister. Dans certains cas, ça peut se faire aussi à l'autre bout du monde de la planète. Je peux envoyer des éléments en Australie, en Inde. Bien sûr. Et vous savez... Ça sera pour faire des économies ? Alors, pour faire des économies, je ne sais pas si ce serait le but, mais en tout cas pour accroître la qualité du soin, je pense que c'est le point important. Un dernier mot. Vous imaginez votre médecin demain, justement, équipé de casques virtuels, etc. etc.
Alors, la réalité virtuelle vient permettre d'aider en fait le médecin à une meilleure prise de décision. En fait, c'est un accompagnement, c'est vraiment un outil complémentaire. Il faut le voir comme finalement un nouvel outil qui va lui donner des informations qui sont pertinentes pour une bonne prise de décision et adapter donc le parcours de soins du patient. Mais je rebondis juste sur ce que vous aviez dit par rapport à la télémédecine. Nous, à la Faculté des sciences du sport de Nancy, on travaille dans le domaine des activités physiques adaptées. Et d'ores et déjà, il y a des sociétés qui font de la médecine à distance, enfin des activités physiques à distance en visioconférence, quoi. Donc c'est déjà d'actualité. Bon, on l'a bien compris, le numérique va véritablement révolutionner l'hôpital et notre médecine. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Régis Godu. Excellente journée sur la 3.